Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diaspo Interaction, votre média de la diversité de Québec, du Canada. L'émission L'Expert a le privilège de recevoir aujourd'hui une femme dynamique, une femme pionnière, une femme intellectuelle, un modèle. Elle est l'auteure du premier ouvrage de l'histoire à se consacrer aux femmes en tant qu'actrices de l'Afrique précoloniale. Aujourd'hui, elle vient nous plonger dans son roman, dans son œuvre à succès, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Elle va nous partager sa vie et elle va nous permettre de comprendre que dans l'évolution du monde, nous avons eu des femmes, des grandes figures. Alors, nous recevons aujourd'hui Madame Serbin Sylvia. Bonjour Madame. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien et ravi d'être avec vous. Merci d'avoir accepté vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme ça, vous êtes aujourd'hui au Québec avec nous, vous êtes au Canada, cependant vous ne vivez pas au Canada, hein? Non, effectivement, je suis venue de Paris, puisque j'habite en région parisienne, et à l'invitation à la table de concertation pour le mois de l'histoire des Noirs, et j'ai donné une série de conférences, de présentations de mon livre Reine d'Afrique, je vous le montre, oui, héroïne de la diaspora noire, qui n'est pas un roman comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. En fait, c'est un essai historique basé sur des faits réels, hein, puisque oui, ça a nécessité une dizaine d'années de recherche. Et donc, je suis venue présenter ce travail aux Québécois. Oui, c'est vrai que ça tombe très bien parce que Madame Sylvia est venue dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs et, comme par coïncidence, on se retrouve à quelques jours de la journée de la femme, puisqu'on va parler des femmes. Oui, tout à fait. Donc, c'est une bonne jonction faite par les organisateurs. On a voulu, puisque le mois de l'histoire des Noirs se termine en février, mais en prolongeant un petit peu, on parle des femmes, et c'était une façon de montrer aussi la contribution des femmes noires, des femmes africaines à l'histoire universelle, puisqu'elles ne sont pas reconnues dans les livres d'histoire. Et c'était pour montrer aussi que nous aussi, nous avons un patrimoine historique riche, dis-nous africains ou afrodescendants, ou de la diaspora. Nous avons un patrimoine historique très riche, et dans ce patrimoine, il y a des femmes qui ont joué un rôle important, qui ont occupé le devant de la scène, et c'était le moment de venir les présenter, pour ne pas avoir toujours les mêmes exemples d'occidentales, combatives et combattantes. Oui, en fait, avant de plonger dans ce livre, il y a beaucoup de vos fans, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait la remarque selon laquelle ils ont lu vos livres, ils adorent, et ils aimeraient comme ça, vu que nous allons nous rencontrer, vous connaître quand même un tout petit peu davantage. Alors, qui est Madame Sylvia Serbin? Ah, mon Dieu, quelle question! En fait, je suis franco-afro-antillaise, je suis née, j'ai grandi. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement d'interconnexions dans le monde. Bon, c'est une richesse, je pense, que quand on vient de plusieurs origines et qu'on est porteur de ça. Donc, je suis née et j'ai grandi au Sénégal. J'ai vécu donc une partie jusqu'à l'adolescence au Sénégal. Ensuite, j'ai vécu 3 ans aux Antilles. Ensuite, en France, où j'ai fait mes études supérieures. J'ai été j'ai fait des études d'histoire et de journalisme et de communication à Paris, et ensuite j'étais la première journaliste noire à Radio France à Paris, wow. Donc dans les années 73 jusqu'à 77, et ensuite c'est vrai que l'Afrique me manquait terriblement et j'ai voulu repartir pour essayer d'expérimenter ce que j'avais appris dans un lieu quand même privilégié, puisque c'est la radio nationale française. Et donc je suis partie vivre en Côte d'Ivoire pendant 14 ans, où j'ai eu vraiment une expérience extraordinaire et magnifique. Et ensuite, pour des raisons familiales, je suis revenue en France, où j'ai fait
plein d'autres choses. J'ai eu une vie professionnelle, notamment dans la communication institutionnelle pour des organisations internationales ou des entreprises. J'ai été aussi conseillère municipale, j'habite à côté de Versailles. Donc pendant 13 ans, j'étais la seule noire, donc ça faisait un peu... voilà, vous pouvez dire que j'étais une pionnière. Hein, vous étiez vraiment une pionnière, parce que seule noire dans Versailles, que je connais pour avoir un peu vécu dans ces quartiers-là. Exactement. Oui, ça ne doit pas avoir été facile, surtout dans les années 70. Non, à Versailles, c'était plus récent. C'était 2003, et à partir de 2001 jusqu'à 2014. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai bénéficié d'une opportunité. J'étais à la fois femme et noire à une époque où en Europe, on essayait de mettre en avant les féministes, enfin se battaient pour que les femmes soient mieux représentées en politique. Donc j'étais noire, et puis on essaie de donner un petit coup de pouce à la diversité, c'est tombé sur moi. Donc voilà. Voulez-vous dire qu'on vous a utilisé? Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, on ne nous donne pas facilement les choses. Donc quand on a des opportunités et qu'on peut montrer que nous aussi nous sommes des citoyens comme les autres et que notre couleur ne doit pas être un handicap pour montrer que nous sommes compétents, que nous pouvons comprendre les problèmes, que nous pouvons participer à notre société. Je pense qu'il faut saisir toutes ces chances-là. Hein. Les choses ne nous tomberont pas. Nous savons très bien qu'il y a le plafond de verre, surtout quand on a un certain niveau, qu'on travaille très vite. On nous dit tu peux pas aller au-delà de cette limite, vous n'êtes pas autorisé. Donc voilà. Mais je crois qu'il faut saisir toutes ces opportunités et puis essayer de démontrer, preuve à l'appui, que nous sommes là. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas accepter d'être dans l'ombre ou derrière les barricades dans lesquelles on veut nous assigner. Il faut dire nous on est là, nous sommes citoyens de ce pays aussi. Et j'aimerais juste faire rapidement un petit stop au niveau de votre fonction comme première noire à Radio France. Comment a été l'expérience? Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant parce que, déjà, en tant que journaliste, ça me permettait de rencontrer des gens extraordinaires. Par exemple, je me rappelle quand j'ai interviewé l'auteur, Alex Haley, l'auteur de Racine, qui était venu présenter son livre à Paris. Et j'étais la seule noire dans la salle. Il y avait plein de journalistes français qui me regardaient, ils se demandaient est-ce que c'est l'assistante de quelqu'un qui est venu là? Et tout de suite, il y a eu un échange, une complicité, parce que tout de suite, il m'a manifesté de l'intérêt. Wow. Il prenait mes questions et après, il est venu vers moi. Donc, ce qui montre que c'était une façon de m'encourager aussi. Donc, quand on rencontre des gens comme ça, parce que je travaillais surtout sur les questions d'histoire et de culture, donc pour moi, ça a été une plateforme extraordinaire pour m'enrichir, pour apprendre, pour rencontrer des gens que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer autrement. Mais c'est vrai qu'autrement, dans le quotidien, très vite, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire que vous avez grimpé tous les échelons et à un moment, vous vous rendez compte qu'on fait passer devant vous des gens qui n'ont pas vos diplômes, qui n'ont pas votre niveau, qui n'ont pas votre expérience, mais qui sont blancs. Et donc vous comprenez, et à ce moment-là, je dis bon, je préfère aller ailleurs où je n'aurai pas ces problèmes-là. Et en France, comme je pense dans beaucoup de grandes démocraties, et j'utilise le mot démocratie à dessein, occidentale, il y a encore ces barrières et ce racisme qui fait qu'on ne veut pas vous admettre comme un égal quand vous sortez des mêmes grandes écoles que ceux avec qui vous travaillez. Et est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, c'est encore presque la même chose ou... Ah oui. Moi, à un moment, j'ai été bénévole pour une association à Paris qui s'appelle les Talents de l'Outre-mer et qui donnait des prix à des jeunes de la diversité noire qui avaient fait des grandes écoles, les écoles les plus prestigieuses de sciences, de commerce, de finance, d'écoles de management, et voilà, et qui avaient fait des études de très haut niveau et qui étaient partis souvent, qui venaient souvent de milieux modestes, mais par leur seul mérite, ils avaient réussi et qui se retrouvaient parfois majors de leur promotion.
Et donc ce sont des jeunes, et on primait ces jeunes qui avaient réussi. Et on se rendait compte qu'une fois qu'ils avaient leur diplôme, ils étaient obligés, pour trouver des emplois équivalents à leur profil, voilà, à ce qu'ils représentaient, à leur diplôme, à leur mérite, ils étaient obligés d'aller en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Irlande, dans des pays comme ça, parce que la France a du mal. Et il y a des chefs d'entreprise qui vous disent que les gens ne veulent pas être commandés quand c'est un noir. Donc il y a encore ces barrières-là. Et c'est pour dire que ce que j'ai vécu moi il y a X années, ma fille qui est PhD en sciences, qui a fait des études de médecine et qui est chercheur, qui s'est spécialisé dans les problèmes d'hypertension artérielle, je sais qu'elle peut aujourd'hui connaître ces problèmes-là. Donc voilà, c'est un combat à mener et j'encourage les jeunes à ne surtout pas baisser les bras. Le plus dur, ça a été de montrer qu'ils ont été capables d'arriver au plus haut niveau. Parfait. Alors, comme vous venez de le constater, nous étions en train de parler de Madame Sylvia Serbin, de son passé et un tout petit peu de sa vie normale. Alors, on vous donne rendez-vous pour la suite et bien sûr, au retour, nous allons parler de la raison de son invitation, à savoir son livre à succès, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, un livre qui va vous surprendre, qui va vous émerveiller, qui va vous bousculer. Revenez-nous dans quelques minutes. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour et bon retour sur Diaspo Interaction, votre média de la diversité au Québec, au Canada. Nous sommes sur l'émission L'Expert et nous recevons aujourd'hui Madame Sylvia Serbin, qui est historienne. Elle est auteure de l'œuvre à succès, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, une œuvre consacrée à des femmes africaines comme actrices historiques, et nous allons pouvoir faire le tour de ce livre avec elle. Madame Sylvia, bonjour encore. Rebonjour. Alors, vous avez un très beau livre et nous allons pouvoir nous plonger dedans. Je vais vous le donner pour que nous puissions en parler. Alors, Reine d'Afrique, pourquoi ce titre? En fait, ce livre présente 22 portraits de femmes qui ont joué un rôle dans leur pays, dans l'histoire de leur pays, donc de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, et qui touchent une quinzaine de pays sur le continent, du nord au sud, plus l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, enfin voilà. Et il y a 2 héroïnes de la diaspora noire. Donc ça présente 22 personnages et qui ont eu des fonctions différentes dans l'histoire, à des moments différents, à des périodes différentes. Donc il y a des reines et ça montre aux gens que le continent africain a connu, parce que ce qu'on remarque, c'est que l'image qu'on donne souvent dans les médias occidentaux et parfois aussi chez nous de la femme noire, de la femme africaine, souvent c'est une image d'effacement, de soumission, elle est toujours dans l'ombre et tout. Et cette image montre que l'Afrique a connu des reines qui ont vraiment dirigé des royaumes, qui ont conduit des peuples dans des guerres et qui ont vraiment assumé toutes ces fonctions. Donc je pense que c'était beaucoup plus frappant. Reine d'Afrique, tout de suite ça attire l'attention et ça permet de découvrir ce patrimoine historique conduit par des femmes. Et ensuite, héroïne de la diaspora noire, donc il y a eu des reines qui ont dirigé leur peuple, il y a eu des femmes d'influence qui étaient dans les cours de grands personnages, de leaders, de dirigeants, qui influençaient aussi la politique locale. Il y a eu donc des femmes d'influence, il y a eu des guerrières comme les Amazones de l'ancien royaume du Dahomey, qui entre le XVIIe et le XIXe siècle ont représenté l'élément moteur de l'armée de cet ancien empire qui est le Bénin d'aujourd'hui. Et d'ailleurs dans la littérature, même occidentale, elles étaient considérées comme la plus célèbre armée féminine de l'histoire militaire. Donc des Amazones, des résistantes, je parle de résistance à l'esclavage arabe, donc sur le continent africain, l'esclavage transsaharien, avec l'exemple de femmes au Sénégal qui ont combattu et qui ont préféré se sacrifier plutôt que de tomber en esclavage, et l'esclavage aussi occidental, américain, avec Harriet Tubman qui est connue ici des Canadiens, puisqu'elle a vécu
au 19e siècle, elle était dans le chemin de fer clandestin et le Canada était une de ses bases arrières, notamment en Ontario, et l'esclavage dans les Antilles où il y a eu des résistances. Donc c'est pour montrer, et puis des prophétesses, notamment en Afrique centrale, où ces mouvements de résistance ont pris un autre caractère, des mouvements un peu millénaristes, où ces femmes ont réussi à guider leur peuple vers la résistance. Donc c'est pour montrer que ces femmes, dans des fonctions différentes, ont occupé chacune ont eu des rôles où on montrait la force de ces femmes, leur force de persuasion et leur sens de la dignité, le sens de la liberté. Elles étaient prêtes à combattre pour préserver leur peuple, pour préserver leur liberté. Donc c'est pour ça, je dis reine d'Afrique, héroïne de la diaspora noire, quand on voit ça, on voit des femmes fortes derrière. Waouh, quelle réponse! Alors Madame Serbin, on dirait, avec toutes ces explications que vous venez de nous donner, j'ai parcouru votre livre et j'ai cru comprendre que tout ça part, le déclencheur même, c'est une phrase de votre fille qui dit pourquoi les autres pays ont des reines et pas nous autres, faisant allusion à nous les Noirs. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Exactement. En fait, il y a eu deux points de départ, mais parce qu'au début, je faisais toutes ces recherches pour moi, parce que ça me passionnait, mais je ne pensais pas en faire un livre. Et un jour, ma fille, elle avait à l'époque 8 ans, et on était allé voir le film d'animation Pocahontas. Et le soir, quand elle est rentrée, je la sentais un petit peu perplexe. Et elle m'a dit, mais je ne comprends pas, tous les grands pays ont des femmes célèbres. Les Anglais, ils ont la reine Victoria, les Français, Jeanne d'Arc. Même les Indiens, ils ont Pocahontas. Et nous, est-ce qu'on n'existait pas avant? Et c'est vrai que ça m'a interpellée parce que nous sommes le continent le plus anciennement peuplé de cette planète. Et voilà qu'aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants afro-descendants pensent que si on ne parle pas de nous, on n'a aucun personnage historique à leur montrer, même dans les livres d'histoire, on est inexistant, invisible, c'est qu'on a dû arriver après les autres humains sur Terre. Donc dans son esprit d'enfant, voilà ce qu'elle... Alors ça m'a interpellée, je me suis dit, tout ce travail que je fais pour moi, juste par satisfaction intellectuelle, peut-être qu'il faudrait le retravailler et écrire quelque chose que je pourrais léguer aux jeunes générations et puis surtout au grand public, parce que les chercheurs comme moi peuvent faire ce travail, aller dans les archives, bon, ils ne l'ont pas fait, mais moi je voulais m'adresser au grand public parce qu'il n'a pas accès à toutes ces archives, à tous ces documents que j'ai pu consulter, et surtout parler aux jeunes et leur léguer tous ces récits comme sur le patrimoine, sachant pour leur dire que peut-être que parmi leurs ancêtres, il y a eu aussi des gens qui ont construit cette Afrique et qui ont résisté, et qui ont été dits et qui ont été libres. Donc tout ça, c'est pour leur donner des modèles auxquels s'adosser, parce que qu'est-ce qu'on voit dans la littérature, le cinéma et la télévision? Tous les héros positifs sont blancs, sont uniquement occidentaux. Donc c'était une façon de montrer que dans notre propre histoire, nous pouvons aussi avoir des héros positifs. Parfait. J'aimerais aussi savoir comme ça, pour vous l'écriture, écrire c'est quoi? Comment vous considérez l'écriture? J'avoue que c'est une passion, hein, parce que j'adore chercher, donc c'est pour ça que de faire tout ce travail de recherche pendant des années, c'était une vraie passion. Et pour moi, l'écriture, c'est communiquer. Chaque fois, je tombais sur un portrait, quelquefois, je fouille dans des archives du XVIIe siècle, du XVIIIe, et je tombe sur quelques lignes, c'est comme une pépite. Et ensuite, il faut fouiller, fouiller, fouiller pour essayer de reconstituer le cadre dans lequel vivait ce personnage, pour essayer de montrer comment les gens travaillaient, comment les gens cultivaient, comment les gens se nourrissaient, parce que l'image que l'Occident a donnée de nous, du passé de l'Afrique, c'est que c'était un continent totalement inerte et figé, où les gens dormaient dans les arbres et ne faisaient rien, ou cueillaient de quoi se nourrir, voilà, faisaient de la cueillette. Donc je voulais montrer que le continent africain s'est suffi à lui-même pendant des milliers d'années avant l'arrivée des Occidentaux. Les gens
ont développé leur économie locale, ils ont eu des échanges commerciaux, ils ont voyagé d'une région à l'autre du continent. Toute cette dynamique, tout ce vivant-là, j'ai voulu le montrer. Et c'était important pour moi donc de pouvoir le mettre dans ce livre. Et c'est pour ça que l'écriture je pense que j'ai utilisé ma plume de journaliste au service de ma formation d'historienne pour pouvoir toucher un maximum de personnes et essayer d'intéresser le grand public. Et surtout, j'ai utilisé, je me suis mise comme une conteuse, comme si je leur racontais une histoire, comme moi-même je l'ai entendue quand j'étais enfant. Donc quand on lit ce livre, on a l'impression qu'on vous raconte une histoire, mais avec des choses vraies. En un mot, l'écriture, c'est quoi? L'écriture, bon, à part vous dire que c'est une passion, et puis faire que les mots puissent produire des images dans lesquelles on se retrouve. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en lisant ce livre, mais madame, on a l'impression de vivre avec eux au jour le jour. Quand vous décrivez une scène, on a l'impression d'être présent dans la scène, qu'on peut se glisser dans la scène, dans cette scène-là, et vivre ce que vivent les personnages. Donc j'estime à ce moment-là que j'ai réussi, voilà, mon travail d'écriture. Parfait. Et est-ce que vous vous attendiez au succès retentissant de votre livre, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire? Non, en fait, vraiment ça m'a surprise parce que je me rappelle, et puis surtout l'émotion que ça a créé auprès de beaucoup de jeunes gens, des fois j'ai rencontré des jeunes femmes, une trentaine, 35 ans, qui venaient me voir les larmes aux yeux pour me dire j'ai jamais entendu parler de cette histoire et maintenant je vais élever mes enfants en leur transmettant ces valeurs-là. Je veux prendre ce livre, je vais le garder. Ma fille a 2 ans, 3 ans. Quand elle sera en âge de comprendre, je veux qu'elle lise ce livre. Je suis allée au Brésil aussi. J'ai été invitée par l'université de Bahia pour faire 2 conférences. Et là aussi, l'émotion, parce que les Afro-Brésiliens ne sont pas très bien traités. Et pour montrer, enfin, on leur montre une image de l'Afrique qu'ils n'ont jamais eue. Et à travers des femmes. Donc je ne m'imaginais pas toute l'émotion, surtout que ça allait provoquer. Pour moi, j'apportais juste une contribution. Je proposais aux gens, relisons ensemble quelques pages de l'histoire africaine à travers des femmes qui s'y sont distinguées. Et ce livre a suscité énormément d'émotions et bon, c'est ce qui me fait le plus plaisir. S'il fallait faire une petite corrélation entre quelques figures de votre livre et des personnalités féminines dans le monde, est-ce que vous aurez quelques noms? Des personnalités contemporaines? J'ai du mal à faire cette espèce de jonction parce que ce sont des périodes différentes et puis des horizons totalement différents. Moi, je pense que c'est important qu'on découvre ce travail pour qu'on sache que dans ce passé qu'on a essayé de falsifier en faisant croire qu'il n'y s'est passé rien et que les femmes c'était des peuples arriérés et que les femmes c'était encore pire, pour montrer toute cette vie, toute cette dynamique. Donc pour moi, ça permet aux gens de se rendre compte qu'ils peuvent trouver dans cette histoire des modèles qui peuvent les rendre plus forts pour se mettre par exemple face à leurs camarades occidentaux et dire bon, toi tu as dans ton histoire, tu as des modèles qui te permettent de penser que tu peux dominer le monde, mais nous aussi nous avons des modèles qui nous rendent forts et qui portaient les mêmes valeurs. Parce que c'est quoi? C'est la liberté, c'est la dignité, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, ce sont des valeurs universelles qu'on trouve chez tous les peuples du monde. Donc je pense que c'est pas très facile de faire la corrélation, mais ce que je peux dire, c'est que par exemple, cette force qu'on a trouvée chez les femmes du passé, elle a été transmise aux femmes d'aujourd'hui. Et quand on voit des femmes africaines ou de la diaspora qui, même aujourd'hui, se battent, sont des militantes qui se battent, je vois dans les guerres de libération nationale, par exemple, en Angola, au Mozambique, au Portugal, en Guinée-Bissau, contre le Portugal, il y a eu des femmes qui ont combattu dans l'armée pour libérer leur pays.
Quand on voit aussi aujourd'hui des jeunes femmes qui se battent dans des pays où il y a des dictateurs, où des dictatures, elles dénoncent des systèmes qui mettent en péril leur vie et la vie de leurs enfants, toute cette force s'est transmise de génération en génération. Cette force de nos mamans du passé existe encore aujourd'hui. Et je préfère trouver des modèles dans ces gens-là qui se battent tous les jours que dans les modèles qu'on voit à la télévision, d'ailleurs qui sont souvent des européennes ou des occidentales, des américaines, et qui ont tous les médias à leurs pieds pour faire leur publicité, alors qu'il y a des femmes de l'ombre qui ont autant de mérite et dont il faudrait parler. Oui, wow. Je pense que au sorti de cette analyse et de cette découverte que nous faisons à travers cette émission de votre livre, on voit c'est un livre qui a impacté et qui continue à impacter beaucoup de jeunes aujourd'hui dans plusieurs pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler des conférences que vous avez données? Oui, donc j'ai donné des conférences dans plusieurs pays d'Europe, dans les Caraïbes, je disais au Brésil, bon là c'est au Canada. Et puis dans plusieurs pays d'Afrique aussi. Et pour moi, ce sont toujours des échanges extraordinaires, hein, parce que à travers tous ces gens qui viennent me voir, je vois comme si je répondais à la même interrogation qu'ils ont eue, que ma fille a eue, et que je leur apporte voilà, quelques illustrations qui nous permettent d'être fiers aussi de notre continent. Parfait. Avant de terminer, on s'achemine déjà vers la fin de notre entrevue. Vous avez mentionné tout à l'heure le mot falsification dans votre discours. Est-ce que vous pourrez, en quelques mots assez rapidement, brièvement, nous conter cette histoire de la falsification de votre livre qui s'est passé avec l'Allemagne? On serait vraiment intéressé que vous nous donniez quand même un bon petit résumé de ça. Oui, d'autant que j'ai reçu des messages de soutien du monde entier, de gens que je ne connais pas, et ça me permet de profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont manifesté leur indignation et leur soutien. En fait, je me suis rendu compte, alors que je n'imaginais pas que ça pouvait exister, que quand on écrit un livre comme ça, où on valorise un peu, on montre une autre image de l'Afrique que l'image coloniale qu'on a toujours diffusée, ça crée des barrières, ça crée des résistances, et on essaie de vous casser. Donc ce qui fait que quand ce livre est sorti, il y a eu du succès, comme vous l'avez dit. Il y a un éditeur allemand qui s'est rapproché de mon éditeur français pour demander à traduire ce livre. Donc ça s'est fait dans mon dos. Et donc ensuite, j'ai découvert sur Internet, parce que moi mon éditeur m'a juste dit, il y a un éditeur qui s'intéresse à votre œuvre, et si on fait le contrat, je vous informerai. Aucune nouvelle, et près d'un an après, je découvre sur Internet l'annonce de mon nom, oui. Puisque c'était en allemand, je ne comprends pas l'allemand, oui. Annonçant la sortie de la version allemande de mon livre. Donc j'ai compris que non seulement le livre avait été traduit, oui. mais qu'il était en train d'être commercialisé. Alors tout de suite, j'ai demandé à mon éditeur, qui a fait comme s'il était étonné, ah bon, hein, et j'ai demandé parce que je lui avais dit, j'aimerais faire traduire le livre pour qu'on me dise qu'est-ce qu'il y a dedans, pour savoir si ça correspond à l'original. Et j'avais rencontré donc une dame qui est professeure, qui est allemande, et qui avait accepté de m'aider et qui avait traduit. Et on s'est rendu compte qu'ils ont complètement falsifié mon livre. Alors, ils ont enlevé plus de 400 paragraphes dans ce livre de 300 pages. Et tout ce qui montrait l'Afrique dynamique, vivante, les échanges commerciaux, le développement économique et tout de ce passé, avait été effacé, et là-dedans des clichés racistes où on nous traite de cannibales, où nos grandes figures héroïques, nos grands dirigeants africains sont comme Tchaka, l'empereur des Zoulous, ou d'autres sont présentés, sont ridiculisés. Enfin vraiment c'est un travail à la fois de désinformation et de dénigrement de mon œuvre, et ils ont gardé mon nom. Donc ce qui fait qu'en Allemagne l'ouvrage s'est bien vendu, parce qu'ils ont fait beaucoup de publicité auprès de la clientèle blanche, mais compte tenu du passé de l'Allemagne, on peut comprendre que certains aient toujours ces idées de suprématie blanche, et donc les clichés qu'ils y trouvaient, donc ça les confortait dans leurs idées. Par contre, la communauté afro-germanique a été scandalisée, pensait que c'est moi qui avais écrit ça.
Et j'étais invitée en Autriche à une conférence, et il y avait beaucoup de gens dans la salle qui m'ont fait le reproche, et quand je leur ai dit ce qui se passait, que ce n'était pas moi, ils ont fait un grand mouvement de boycott qui a obligé l'éditeur allemand à cesser la fabrication du livre. Alors je termine rapidement pour dire que je suis allée évidemment en justice, puisque mon seul contrat c'était avec l'éditeur français qui a pris le parti de son partenaire allemand, et les tribunaux français, en 4 ans de procédure, m'ont systématiquement débouté en disant que comme c'est l'histoire de l'Afrique, c'est pas grave et qu'on n'a rien à reprocher aux éditeurs allemands. Donc ces gens ont sali mon nom, ont utilisé mon travail, l'ont falsifié, et la patrie des droits de l'homme, et de la liberté d'expression, estime que pour certains auteurs, les lois qui interdisent de transformer une œuvre sans l'accord de l'auteur ne s'appliquent pas. Donc, deux poids, deux mesures. Exactement. Donc c'est ce que j'ai vécu, et heureusement donc j'ai pu en parler, et ce qui fait que sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de soutien. Voilà. Et est-ce que la parution, l'édition de ce livre en allemand, il est toujours... Ah non, enfin, il a été édité, il a été diffusé pendant plus d'1 an, et grâce au mouvement de boycott lancé par un site afro-autrichien d'ailleurs, Africanet, et je les en remercie, ils ont lancé vraiment un grand mouvement de boycott, de protestation, et du coup les éditeurs allemands étaient c'est un scandale pour eux. Il y a des journaux qui en ont parlé, mais en France, aucun journal français, même les plus ouverts, soi-disant, n'a voulu parler de cette affaire. Et donc j'ai été condamnée à payer les frais de justice des éditeurs qui m'avaient escroqué, qui m'avaient... Voilà, donc ce sont des expériences qui montrent que quand on ose essayer de s'approprier notre histoire, tout de suite, il y a le coup de bâton qui arrive, parce que c'est eux qui ont le droit d'écrire notre histoire, pas nous. C'est ce que j'ai compris. Wow. Alors, je crois que votre livre est en réédition. Hein? Alors, exactement. Donc, ça a été un combat de plusieurs années de récupérer mon contrat, parce que la justice refusait que je récupère mon contrat d'édition. Ils voulaient que ce soit ces éditeurs malhonnêtes qui continuent à faire ce qu'ils veulent de mon livre. J'ai finalement, il y a quelques mois, récupéré mon contrat, grâce à l'aide d'une association d'écrivains. Et là, il y a un nouvel éditeur qui lance. Le livre est en fabrication et il sera disponible à la fin du mois de mars. Donc ce sera une édition enrichie, parce que j'ai continué mes recherches, et certains des personnages, j'ai pu trouver d'autres informations pour les enrichir. Et je fais un résumé de cette affaire de falsification de mon livre et de tous les travers qu'il y a eu dans cette histoire. Donc je fais en introduction un résumé, parce que je pense que je dois à tous ces gens qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu, que je leur dois d'avoir la vérité sur cette histoire. Toute cette tribulation. Voilà. Alors, pour terminer, quel conseil donnerez-vous à tout jeune qui aimerait se lancer dans cet acte d'écriture? Moi, je pense que c'est quelque chose de très noble. Cependant, il y en a beaucoup qui sont inspirés, mais soit pour des raisons financières ou alors pour des raisons personnelles. Il y en a qui ont besoin de motivation. Quel serait votre conseil pour eux? Et est-ce que, je donne une question à trois volets, ça c'est le premier volet, le deuxième volet, est-ce que vous comptez vous relancer dans l'écriture? Avez-vous d'autres idées? Et actuellement, pensez-vous un jour faire tourner votre livre comme en film, en cinéma? Oh, ce serait mon rêve, hein, mais bon, je ne sais pas si un jour je pourrais. Avoir votre livre. Je vous en prie, mais vraiment je rêverais. Alors on va faire un appel à tous les vidéastes. D'avoir même des documentaires sur ces personnages qui sont vraiment extraordinaires. Madame Serbin est ouverte voilà. à ce qu'on tourne un documentaire ou un film avec son livre. Et je peux vous dire que c'est un livre magnifique. De retourner sur les lieux même de ces personnages, de faire parler les gens, de raconter ce qu'ils ont vécu. Mais ça, il faut des moyens que malheureusement je n'ai pas. Bon, pour répondre rapidement à votre question, en fait, je vais répondre par un appel. C'est
tous les jeunes, nos jeunes qui vivent hors d'Afrique, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient africains, c'est quand ils retournent chez eux pour des vacances ou autres, qu'ils interrogent leurs vieux parents. Parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas dites, et eux-mêmes, ils peuvent arriver à reconstituer des événements, des faits du passé, retrouver des personnages qui ont marqué l'histoire de leur région, l'histoire de leur village, et écrire tout ça, parce qu'on a besoin, c'est nous qui devons aller collecter ces informations, aller à la recherche de ces informations, écrire et les laisser, bon, peut-être un jour les publier, s'ils arrivent à obtenir suffisamment d'éléments, mais laisser ça en héritage aux générations à venir. Parce que tous ces vieux parents vont mourir, personne ne leur pose de questions, et on se contente des livres d'histoire écrits par les Occidentaux sur nous. Donc ça, je pense que c'est une démarche personnelle, individuelle maintenant, que chacun, quand il repart chez lui, que ce soit en Haïti, que ce soit au Congo, chez les anciens, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé avant, est-ce qu'il y a eu telle figure, et il faut écrire tout ça. Et puis ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de moyens de pouvoir s'exprimer et d'écrire, hein. Je pense que c'est le tout, on peut avoir une idée, mais soigner la façon dont on l'exprime pour que les autres vous comprennent. Parce que des fois, il y a des gens, ils ont des idées géniales, mais ils ne savent pas, ils écrivent pour eux tout seuls. Mais il y a des contraintes, hein, pour savoir si l'autre personne peut lire et me comprendre et entrer dans mon univers. Il faut que je fasse des concessions, et ça c'est au niveau de l'écriture, il faut accepter d'avoir une écriture simple, ouverte aux autres. Ça, c'était donc à moins que vous ayez un autre mot de fin. Non, bah écoutez, je crois que j'ai répondu. Ah oui, vous m'aviez demandé, juste pour terminer mes projets. Oui. Donc déjà, demain, je ne sais pas si l'émission sera déjà en ligne, mais nos techniciens vont faire l'impossible peut-être pour qu'on puisse la voir, s'il vous plaît. J'ai une dernière rencontre à Québec demain, qui est au café Foualier, ouais, à l'Université Laval, de 18h à 20h, où on pourra échanger. Oui, on pourra éventuellement, si c'est prêt, on pourra le projeter là-bas. Voilà, donc ce serait bien. Et là, je travaille j'ai commencé depuis plus d'1 an à travailler sur un deuxième projet de livre sur les femmes résistantes dans l'histoire des peuples noirs. C'est-à-dire que tous les combats des peuples noirs pour l'indépendance, contre l'esclavage, pour les droits civiques, mais dans vraiment des régions très dispersées, partout, j'essaie de toucher partout, de montrer les femmes qui ont participé à ces mouvements-là, et donc essayer de faire émerger leur parcours. Donc c'est presque la suite, si vous voulez, de Reine d'Afrique qui touche une période ancienne. Et là, je vais toucher, voilà, les périodes des indépendances, enfin voilà, toute cette partie-là qui sera un peu plus contemporaine. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Diaspora Interaction veut se procurer ce livre. Alors, le livre donc ressort fin mars, donc il sera disponible sur les réseaux comme Amazon, mais vous pouvez faire pression auprès de votre libraire habituel pour qu'il le commande très vite. Et il sera publié à Paris, mais bon, ce sera connu dans le monde des libraires et ils pourront le commander facilement. Alors ça, c'était le mot de la fin. Sylvia Serbin, historienne et bien sûr auteure d'un livre à succès, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, un combat afin que ne disparaissent pas, ne meurent pas ces héroïnes noires qui jusqu'à présent n'étaient pas reconnues par l'histoire universelle. C'était bien sûr Sylvia Serbin sur l'émission L'Expert. Bien sûr, ça c'est une mission que Diaspora Interaction s'est donnée, de valoriser tous ces acteurs socio-économiques de la diversité qui aujourd'hui ne sont vraiment pas mis en lumière, qui n'ont pas de place, qui n'ont vraiment pas une forte image, l'image qui leur revient. C'est notre mission, c'est d'aller les chercher, que eux ils viennent nous chercher pour vraiment avoir leur place. Notre devise, c'est présence et excellence. Nous sommes là, nous pouvons, nous allons prouver que nous pouvons. Alors, mes chers web spectateurs, merci d'avoir suivi l'émission L'Expert.
Merci d'être resté avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission très bientôt.